Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. L'invité de ce matin, c'est le professeur Rudy Edmé. Avec notre invité, on va commenter l'actualité, on va parler surtout de son livre, de son ouvrage, La plume dans la plaie. Et si je crois bien comprendre, c'est un ouvrage inspiré de la réalité haïtienne, inspiré de l'actualité. Le professeur Edmé est maître en sociologie et en linguistique. C'est un pédagogue passionné, enseignant l'histoire, la littérature et les humanités au cours privé Edmé, une institution qu'il a fondée en 1997 à Port-au-Prince avec son épouse Kathleen Edmé. Aujourd'hui, à l'occasion de la parution de ce livre, on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point pour parler du livre, évidemment, mais associer les écrits à la réalité que nous vivons aujourd'hui. Bonjour, professeur. Bonjour, Wendell. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Évidemment, je ne vous reçois pas souvent sur le plateau, mais chaque fois que l'on a la possibilité de le faire, notre public profite de votre expérience, de votre éclairage, de votre compréhension de certains faits d'actualité, mais nous autres aussi, nous apprenons beaucoup de vous, merci, professeur. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi un tel titre, La plume dans la plaie? Souvent, on entend dire le couteau dans la plaie, remuer le couteau dans la plaie, qui rappelle ou encore qui traduit c'est une figure de style qui justement traduit une réalité qui blesse, un problème qui blesse, et l'on se plaît à ressasser, si j'ose dire ainsi. Bienvenue, la question, elle est posée, pourquoi la plume dans la plaie? Ok. La plume, c'est quelque chose de quand même moins offensif que le couteau. Oui. Mais la plume, c'est une façon de dire, c'est une image, comme tu l'as dit si bien. C'est une façon justement de montrer comment... C'est le regard de l'observateur. Le regard est à la fois serein et passionné de l'analyste, sur nos réalités. Parce que nous sommes une plaie qui saigne en permanence. Ce pays est une plaie. Et parler justement de cette plaie, c'est une façon pour moi d'attirer l'attention du public sur ce que nous vivons. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas bon Dieu qui vient comme ça. C'est un ensemble de réalités qu'on n'a pas cessé de dénoncer, de pointer du doigt au fil des ans, et puis on se rend compte qu'on reproduit les mêmes choses. Donc, cette plaie qu'est Haïti aujourd'hui, dans la Caraïbe, dans le monde, on doit la cautériser. Et c'est pour ça que j'attire l'attention en parlant de la plume dans la plaie, qui m'a été inspirée par deux personnes. D'abord, la lecture d'un journaliste qui s'appelle Jack London, un grand journaliste, et aussi par mon ami Michel Soukar, justement avec qui je discutais. Donc, c'est la plume dans la plaie, c'est justement cette plume acérée, mais quand même sereine, qui met l'accent sur ce qui nous fait saigner. Ce qui nous blesse, qui nous dérange aussi. Et comment aussi arrêter l'hémorragie. Donc, le livre-là, c'est comme si nous avions un ensemble de faits qui blessent. Un ensemble de faits qui blessent. Et en même temps, c'est pas pour faire du masochisme, mais aussi pour curer, pour traiter. Parce qu'à chaque fois que nous prenons un texte, à chaque fois que nous analysons un bagage, nous proposons des choses. Nous tirons une sonnette. Nous mettons des feux rouges dans les textes pour dire attention,
Si on continue comme ça, voilà, mais qui bonne bralée. Tu vois? Donc, c'est à la fois, le lecteur va trouver à la fois des choses. Ce sera une introspection pour le lecteur. Il va se remémorer des moments et il va en même temps se dire, mais tiens, regardez côté une sortie, regardez côté une arrivée. Et puis, comme on dit, regardez fois qu'on dit, lorsqu'on nous recevoir un coup, on qui pour parler, mais nous ne pas jamais parler coup, même là nous connaissons pas recevoir. Nous étions là pour nous caisser, Et c'est ça, mon résilience. Résilience. Et là, je me sens professeur, dans l'explication qu'on a là, peut-être nous pas le trouver, je n'ai tout dans le livre là. En plus de professeur, je me sens tout que c'est un livre qui gagne là-dedans une sorte de mariage entre la subjectivité et l'objectivité. Magnifique. Je vais te dire, il y a de l'objectivité qui est justement la volonté de prendre une distance. D'être comme dans un laboratoire, tu analyses. De sortir des émotions spontanées, tu sais, qui sortent comme ça, des pulsions. Et là, subjectivité est arrivée. Et puis maintenant, subjectivité, c'est quand même mon pays. Oui. Est-ce que tu vois? C'est comme disait le poète, c'est mon pays que voici. Est-ce que tu vois? Ça veut dire que là, tu as à la fois... Alors, je vais te raconter une histoire pendant que tu parles d'objectivité. J'ai un ami que j'ai rencontré une fois, c'était le professeur d'Emza, Gougous, que j'ai rencontré, et puis il dit, j'adore tes textes, mais quand côté me sens trop manqué frappé. Et puis il me dit, monsieur, mais tellement il y a quelqu'un qui a frappé. Oui. ça veut dire que pour moi, j'ai envie de baisser le ton. Tu comprends, Wendell? En baissant le ton, je deviens subversif. Il y a tellement de bruit que moi, en parlant plus bas, on m'écoute. Oui. Je ne sais pas si tu vois l'image. Très bien. Moi, Dieu a imaginé, en effet, ça dit. Maintenant, on prend quelques exemples, professeur. Dans le livre, il y a un chapitre qu'on a baptisé « L'audace d'entreprendre ». L'audace d'entreprendre, par contre, à quel moment donné, où tu as une inspiration, ça. Et l'audace d'entreprendre en Haïti, voilà. Jodia, si vous voulez, c'est comme si tu as dit, il faut être audacieux pour faire une série de bagarres en Haïti. Mon cher, tu sais, Wendell, il y a un problème qui est très dur dans le pays, nous, enfin, combattre. C'est que depuis qu'on a fait business, bon business, automatiquement, c'est comme si en Haïti, l'argent ne pouvait venir que du diable. Alors qu'il faut encourager les leaders qui entreprennent. Il faut encourager ceux qui ont des projets. Il faut les protéger. On ne les protège pas assez. Et souvent, l'État haïtien lui-même tue aux taxes. Est-ce que vous comprenez? Ou bien pour faire bagarre, il faut passer dans 15 bureaux. Donc ça veut dire un entrepreneur oser liguer plusieurs détracteurs. Il y a plusieurs détracteurs. Monde qui dans l'environnement immédiat, exactement. Qui pas dire que monsieur c'est point le point faire bagarre. Voilà. À marcher. Exactement. Et puis on gagne le grand public qui est capable d'une façon ou d'une autre chercher déranger et pour gagner l'État qui a créé un paquet d'obstacles. C'est pas comme il faut payer taxes, et ça me dit non, il faut payer taxes, mais pas gagner suffisamment d'incitation à l'entrepreneuriat. Il va comme ça l'autre bois non et la caille voisin. Voilà. Malgré tout ce qu'a reproché, il va pas comme ça non. Voilà. Un propriétaire Capital Coachline qui qu'on a partagé quelques expériences avec moi. Il dit que mais qui avantage autorité dominicaine au Bali parce que lui a créé emploi parce que l'a fait business dans le pays. Voilà. Et puis ça a fait. Ils ont fait immense sur nous. Il y aura les entrepreneurs, nous. Oui. Il y aura les... Parce que justement, nous-mêmes, nous pas encourager ça. Donc, l'audace d'entreprendre, c'est ça me dit, il faut encourager nos capitaines d'industrie. Tu sais, ceux qui prennent le risque de faire quelque chose dans ce pays. Et dans le chapitre, ça, vous avez des propositions, fait tout? Ah oui. C'est-à-dire, dans la proposition, justement, moi, parler de nécessité pour que l'État, quand même, mettons un cadre qui permet que nous fassions. Protéger les gens, parce que ça va créer de l'emploi. Parce que tu vois, c'est pas tout le monde qui patron, qui exploiteur forcément.
Est-ce que tu vois? Parce que nous avons tendance à associer ça. Oui, Est-ce que tu vois? Bon, pour des raisons historiques. Mais on a besoin en Haïti d'un tissu de production. On a besoin de produire. Professeur Edmé, livre ça, comme je dis, par contre, dans quelles circonstances qu'on écrit, ou j'ai une inspiration pour écrire, mais si nous avons adapté à la réalité d'aujourd'hui, en plus de l'État, nous dit qui, par exemple, quand en face mon l'État encouragé, en plus de voisins immédiats qui t'a supposé accompagner, nous dit ah sorti nèg même avec moi, on encourage, on balle le bras. Il y a plus envie de dire que c'est pour faire bailler à marcher, mais qu'on l'autre bagaille qui vient arriver aujourd'hui là. Voilà. L'insécurité. L'insécurité, aujourd'hui on m'a demandé avec qui élan au monde capable de gagner pour lui construire, pour lui entreprendre, alors que le connaît que lui à la merci des bandits. Est-ce que tu sais que c'est encore la plaie qui saigne? Chaque fois que j'ouvre un journal, et puis moi, un homme d'affaires a été abattu avec sa femme, son enfant dans une voiture. Ou enlevé. Ou bien pendant qu'on était dans un magasin, entré sous le lit, tiré. C'est la plaie qui saigne. Tu vois? Et ça continue. Et on perd du sang. On perd du sang à tous les niveaux. Et c'est pour ça que je me dis que, bon, chaque fois qu'on y a l'heure où il y a une série de gens qui ont parti, qui ont quitté le pays, hein, tu vois, et puis ça a attristé. Ben là, tellement grave que je change l'heure, je suis rentré, sorti aux États-Unis avec madame. Et puis, Wendell, j'étais étonné, moun boit aéroport à battre bravo. Et puis, je me saisis, bon, je me dis, ça passé. Il dit, non, c'est parce que moun nou yé ou moun ap tourné. Ça fait un plaisir, monsieur, à madame, que nous tournons. Et tu vois, des gens près de l'aéroport qui pensaient que nous pas, normalement, nous pas supposés là toujours parce que tout le monde va aller. Et puis ça, nous venu chercher dans le bagage ça. Et puis, moun yo content, moun yo dit merci. Des gens qui bon airport là, qui suivent machine, qui bagage. Et puis ça frappe, c'est encore la plaie. Est-ce que tu vois? Parce que justement, les gens qui ont l'audace, il y a aussi l'audace de rester. Oui, l'audace de rester. Tu vois? Ça aussi, c'est... Je regarde une image et professeur, vraiment désolant, vraiment triste, c'est l'aéroport international. En janvier de cette année, j'étais sorti Jacques Mel par hélicoptère. L'homme arrivé devant l'aéroport pour qu'il moi en fait une zone qui est toujours animée. C'est comme un cimetière. Pas personne. On me fait photo, me dit que photo ça m'a quitté pour me poster sur le compte X. Même monde capable de dire comme ça que regardez qui j'ai la bonne pays, la montrer qu'il n'y a pas d'activité à cause de l'aéroport fermé. Cette semaine encore, j'étais dans la zone. J'ai fait le même constat. Oui. C'est comme si je me disais pas qu'il y a monde qui a bougé, pas qu'il y a monde qui a réfléchi pour répondre à une situation qui pas dans n'importe quel autre pays qui t'a bien jugulé. Bien sûr. Imagine-toi ce que tu dis là. On a perdu nos salles de cinéma. Oui. On a perdu. Et au fur et à mesure, nous avons perdu salles de spectacle, nous avons perdu lieux, nous avons perdu place publique. Maintenant, on a perdu l'aéroport international. J'espère qu'on ne va pas, ce ne serait pas définitif de toute façon. Nous pas chita là pour rien de définitif. Mais quand même, c'est dur de voir cette plaie, justement, et nous, on est là pour mettre l'accent, pour dire attention. Il faut cauteriser cette plaie, il faut arrêter l'hémorragie. Est-ce que tu vois? Et c'est pour ça que dans les textes, il n'y a pas que des critiques, mais il y a aussi des suggestions. Par exemple, je ne sais pas si tu as des titres qui t'intéressent, tu peux me les dire. Oui, mais avant d'aller sous titre là, moi, l'autre plaît, professeur, nostalgie. La nostalgie d'Haïti, l'Haïti d'antan. Et chaque fois. J'en ai parlé. Tu en as parlé dans le livre. J'en ai parlé parce que tu sais que c'est... L'autre jour, je me suis réfléchi. Je me disais, mais comment? Depuis longtemps, on n'a jamais eu de grands projets pour ce pays. Depuis estimé, pas un bicentenaire. Et vous comprenez? Ou pas jamais un homme politique ou bon pouvoir monter pour le dire que nous pas le faire tel bagage sur la ville de Port-au-Prince. Même menti, il n'y a pas quand même. Il n'y a pas de projet. Tout ce qui se passe aujourd'hui se limite à une affaire de conserver le pouvoir ou à sauter le pouvoir.
Oui. Tu comprends? Ça veut dire que même quand tu entends dans l'opposition, tu n'entends pas de projet non plus. C'est-à-dire que l'opposition concentre les critiques sur les gens qui sont au pouvoir. Mais tu n'entends pas d'alternative. Quand tu es au pouvoir, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands projets d'infrastructure, il n'y a pas de rêve pour Port-au-Prince. Quand on était dans le moment, il y avait le Cinérex, il y avait le Paramount. Au Rex, on recevait des grands acteurs. Au Rex, il y avait des pièces de théâtre. Tout le monde dit, ah bon? Oui, on allait au bicentenaire et il y avait de la musique, tu as un jet d'eau, et puis il a regardé. Et puis il me dit, on pouvait descendre le soir au bord de mer, nous avions un downtown. C'est pas Miami seulement que tu as un downtown ou de l'autre côté. Et puis tout le monde a regardé. Il me dit, je ne suis pas en train de vous vanter une époque où il y avait la dictature. Il y avait la dictature. Oui. Mais il y avait une vie, quand même, que maintenant qu'on n'a plus. Est-ce que tu comprends? C'est pas que tout était rose, mais notre ville est en train... Il n'y a plus de bas de la ville. Aujourd'hui, pour venir chez toi, là, à Métropole, c'est pas 2 routes, parce que toute la ville a basculé. Toute machine montée, toute bas, l'État monté. Bon, des cafés, donc, ministre Gasset-Jean t'es fait. Liquider machine pour motocyclette. Oui, c'est ça. Parce que tu ne peux plus marcher. Et puis, si on a continué à réduire comme ça, on a frappé une à l'autre. Oui. Et tu sais. Maintenant, m'imagine la situation Timoun, position Timoun. Parce que moi-même, les grands mondes a parlé de Jean, Jacques Melteillé, Jean Port-au-Prince Théier, on dit, je regrette me battre là. Maintenant, parlons de ce qui nous arrive, de ce qui fait du mal, que nous sommes capables de les fatalités. On m'a demandé dans le livre là pour nous conjurer fatalité. Oui. Ce qui est conjurer nos fatalités, c'est qui ça? C'est sorti dans la logique, si tu veux, de... L'acceptation de tout. D'acceptation du tout. Tu vois que le pays, ça n'a pas changé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez me faire une lecture rapidement? Bien sûr, bien sûr. J'ai peur pour les miens, me confiait un après-midi de mars un célèbre journaliste qui devait lui-même périr quelques jours plus tard sous des balles assassines. J'étais au bureau de Jean-Dominique à l'époque. Je me suis dit, mais j'ai peur pour les miens. Ce journaliste avait, dans un de ses célèbres éditoriaux, martelé que les assassins sont dans la ville. De son poste de vigie sur la colline de Delma, il voyait venir cette immense tragédie qui, depuis de trop longues années, enveloppait notre pays. Et cela, quel que soit le régime au pouvoir. Il semblerait que nous ayons depuis pris les chemins de la mort par habitude. Plus de 15 ans et des milliers de cadavres plus tard, le pays nage encore en pleine nébuleuse politique. L'université d'État en crise, les hôpitaux publics en grève, le Parlement balkanisé, impuissant à se dépatouiller dans une crise à laquelle elle contribue par omission et par action à entretenir. Tu vois, c'est des choses... Or, aujourd'hui, les assassins ne sont plus seulement dans la ville. Ils prennent le pouvoir en défiant ouvertement la société, tuant à ciel ouvert. On ne compte plus les attentats. On n'a plus le temps de se lamenter sur nos morts, qu'il nous faut déjà pleurer un nouveau drame. Et à l'époque, 2016, oui, ils ont tué le poète des plaies intérimaires, William Sédouard, qui n'avait demandé qu'à vivre paisiblement en rue de travailleurs dans son pays, comme ils assassinent chaque jour des dizaines d'anonymes. Tu vois, c'est encore pour parler de la plaie. Et en même temps, malgré tout, lorsque le lecteur va découvrir le texte, eh bien, on va revenir encore quand même sur l'espoir, sur ce qu'il faut faire, sur comment éviter la guerre de chacun contre chacun, comment éviter l'anarchie suicidaire. Et c'est de cette façon-là qu'on peut conjurer nos fatalités. Conjurer nos fatalités, c'est se dire, c'est pas possible. Le crime ne paie pas, comme on dit. C'est pas possible qu'on puisse s'installer dans une société. Et tu sais, Wendell, quand tu as commencé comme ça, on connaît la violence que nous vivons là. Tu as commencé longtemps dans les quartiers populaires, nous pas comme ça. J'imagine. Tu as des violences. Je parle parfois avec des employés. Ça veut dire les employés, si vous voulez, de petits personnels, entre guillemets. Mais il n'y a pas la même... Mais depuis longtemps, oui, il y a des gens qui ont coupé tête dans les quartiers populaires, des gens qui ont fait des violences. Tu as des chefs de bande. Et puis,
ces bagages-là viennent nous monter. Mais on même, nous, chaque non sorte de tour, nous pas connaît que ça a passé dans le quartier populaire, jusqu'à ce que le gagne. Et puis, quand il y en a, ils viennent tourner, quand on m'a dit, non, il y a une texte, on t'a annoncé déjà, on t'a dit, attention, avec toute violence, ça, il n'y aura pas d'arche de Noé pour personne. Tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin. Et c'est dans ça exactement que nous je dis. Vous pensez que appellation, c'est gang, je dis, c'est conséquences groupuscules que nous connaissons les bases là? Et c'est un début, ça a été un début. Et à même que l'été venu normaliser, base. Ouais, et puis il était venu bagaille presque. Je dis à moi, on a parlé autour tout entre elles. C'est base, moi. Oui. Non seulement ça, on dit, t'as des non-bases. Voilà, t'as des non-bases. Exactement. Bon langage, bon attitude, et puis quelque part, finalement, les vini, on bagaille, et puis entre-temps, l'heure qu'on y a ouvert nos pays aussi précaires, quand on pas travaille sur l'institution, quand l'institution vient, quand la police vient dans l'état famélique, ou retirer l'armée, ou vient dans un territoire qui est complètement abandonné, non sécurisé. Alors là, il y a des gens qui dehors pays, qui ont fait business du crime. Ils disent là. Bon affaire là. Ah non, là, ils n'ont pas l'argent pour acheter ça, mais son plateforme pour me passer. C'est-à-dire que là, pas de aucune sécurité, et là, on est extrêmement, vraiment en précarité, pas d'institution. Eh bien, on a profité. Et voilà ce qui nous arrive. Donc, quelque part, nous retrouvons. Et puis, ça peut passer tout. Et puis, grave, c'est que le crime aussi est rentré dans la politique. De manière. Il y a toujours eu des crimes dans la politique. Il y a toujours eu des crimes, soit l'État qui a fusillé les gens, ou bien. Partisan de l'État. Partisan de l'État. Mais le crime est rentré à un point presque institutionnel. Côté, par exemple, chaque monde a une milice. Que le gouvernement, que le dans le Parlement, ou un paquet d'armes. Je vais montrer rapidement comment la sécurité a développé. Ça veut dire que maintenant, homme d'affaires qui peut protéger le business, tout, il a cherché pour faire business sans protection. Pendant ce temps, il néglige l'institution, il néglige la police. Donc, il y a un cas privé, il y a un moment, mon azam pour venir plus fort que la propre institution. Parce qu'on ne peut pas compter sur eux, ou compter sur mon armée. Et puis, il va le gagner. Et puis, quand il y a là, on peut aller dans une situation, côté, on peut venir, violence là, pour le prendre en otage. Et c'est ça qui fait que les contribuer à proportion que ça que lié. Je dis, il y a des gens qui utilisent les deux. Là, nous tournons dans l'audace d'entreprendre là. Et il y a des gens qui utilisent les deux. Non seulement ils payent la police pour la sécurité on dit personnelle, privée, mais en même temps, ils prennent des civils qui connaissent qui sont puissants, qui sont forts, ils mettent. Voilà. Donc ça peut générer une cohabitation police-gang. Voilà. En même temps, voilà. Et avec tout résultat que nous gagnons. Entre-temps, tu délaisses les institutions, tu délaisses toute forme d'organisation du pays, parce que tu vois, pour des bagailles tout à fait marginales qui peuvent faire que. Maintenant, tu as parlé de l'audace d'entreprendre. Quand on peut gagner des bons entrepreneurs sains qui t'ont fait effort pour faire entreprise, qui ont déjà abandonné, qui ont déjà abandonné. Et puis quand on peut gagner maintenant des petites et moyennes entreprises criminelles qui peuvent prendre place. Oui, oui. Avec toutes conséquences que nous connaissons. Mais j'ai insisté sur ça que nous-mêmes nous considérons comme étant des fatalités et que vous proposez dans le livre là que nous devons conjurer. Comment nous sommes capables de conjurer? Il faut nous accepter qu'il faut que nous mettions l'ordre, il faut que nous organisions le pays, nous, l'autre gens. Il faut que nous accepter que mobilisation. Alors, bien quand on pose des questions, il y a des gens qui disent oh, peuple haïtien, il est un peuple qui résigne, il n'est pas levé campé. Ce n'est pas vrai. Le peuple haïtien est levé campé tout le temps. Mais il n'a pas de leadership. C'est-à-dire que chaque fois que le levé campé, il y a un groupe de monde qui passe, qui prend le levé campé, il récupère,
Et ils font la même chose. Maintenant, il y a un autre danger qu'un homme de médias comme toi doit avoir. C'est que nous ne pas préparer l'opinion publique là, à ce qui a passé là actuellement. Ou un problème de, par exemple, journée jeudi, tu as toutes sortes de réseaux, de moyens de communication qui existaient. Tu as l'intelligence artificielle. Maintenant, on a fait parler Wendell avec l'intelligence artificielle, là, tout le monde comprend que c'est Wendell qui a parlé. Et puis, je mettais des paroles dans le bouchon. Je vois Wendell, je vois Wendell. Mais c'est excessivement dangereux dans un pays aussi démuni, où l'éducation est à un niveau aussi bas. Donc, non, ou même qui a l'éducation, qui a l'école, nous n'avons pas de grandes inquiétudes ou bien des inquiétudes tout court par rapport à l'intelligence artificielle. Oui, parce que justement, on est obligé de être très attentif pour que le petit monde n'a pas de devoir pour vous, c'est pas ChatGPT le poté baou. Oui. On comprend? Mais comment nous fait pour nous décanter, on travaille, en fait, en production ChatGPT et en production de écoliers même. Non, mais ou regardez exactement dans le temps le baoul là, dans la rapidité le baoul là, dans le moment le baoul là, et si tu connais ton élève, tu sais quelle capacité de production que le baoul a temps donné. Est-ce que tu comprends? C'est tout un ensemble de... Si c'est la KL, vous voyez. Oui, mais si c'est la KL, vous voyez, le regard de l'ouel, il doit peut-être trop parfait de ça qu'on baoul déjà, par exemple. Tu vois, et comment nous réagir? Là où c'est moins, comment nous réagir, on donne plus de devoirs en classe. Mais pour te dire qu'on les fait travailler. Cependant, attention, c'est pas complètement mauvais. Pourquoi? Parce que l'enfant peut toujours travailler sur ChatGPT, prendre des informations, mais l'enfant doit maîtriser cette information-là. Et si on a le maîtriser et puis venir le présenter sans pas lire, c'est bon. Ça veut dire qu'il a approprié le discours, il a présenté pour poser les questions et pour maîtriser le domaine. Oui. Ça, c'est pas un problème. C'est un double check. Voilà. Et tu peux, par exemple, au cas utiliser bagaille ça qu'on y en là, l'intelligence artificielle pour faire des bagailles productifs dans l'école, pour faire éducation avancée, tout comme Internet, qu'a fait éducation avancée, tout comme les cafés reculés. Ça dépend de gens qui avec les outils technologiques. Mais actuellement, ça va passer. C'est que les outils sous téléphone, ils utilisent, et je vois un grand monde, quand un monde qui dit ah, je m'entendais un tel dit tel bail, il me dit mais regarde, mais ça c'est un robot. Est-ce que vous comprenez? Et ça peut, en termes d'information, créer de la confusion. Donc, d'où l'éducation est importante. Donc, mais dans le cas ça, est-ce que professeur YouTube, professeur qui est employé, est-ce qu'il va obliger, il n'est pas doué à niveau pour le capable de connaître qui ses productions élèves l'IA et qui que c'est un bagage qu'il aura rapporté. Oui, ça c'est définitivement oui. Ça veut dire que c'est très important pour protéger Timounio, pour apprendre YouTube, pour leur dire écoutez, ou gain des références, la technologie offre pour des possibilités. Mais attention, il ne faut pas rester esclave de la technologie en étant uniquement consommateur. Bonjour, il faut qu'à faire technologie ou même. Donc, ce que vous voulez faire technologie ou même, il faut continuer à faire cerveau au travail. Ce n'est pas consommer ça blanc fait pour seulement, ou bien c'est capable de dehors seulement. Il faut savoir continuer à exercer tête pour capable un jour, en tant que tu es haïtien, ou qu'à une médaille field en maths, ou bien en physique, ou bien en chimie. Donc, l'instrument que tu as là est important, mais tu ne dois pas dépendre de l'instrument, tu dois dépendre de ton cerveau. Et c'est ton cerveau qui doit utiliser l'instrument, mais pas être dépendant de l'instrument. Parce que les instruments sont inventions liées pour un moment. OK. Là, je pense qu'il y a un petit monde qui prend note de comment il doit réagir. Absolument. Absolument. Ne restez pas seulement des consommateurs de la technologie. Soyez un jour vous-même inventeurs aussi des technologies. Est-ce que nous ne pas privons l'heure côté que le ministère de l'Éducation nationale décide qu'il y a des programmes du genre qu'il inscrit dans le programme l'école Timounio? Oui, mais alors tu sais ce qui se passe avec nos gouvernants, et ceci c'est pas forcément... mais ça a été toujours comme ça, c'est que nos réformes éducatives ne sont pas suivies des faits. On a trop de réformes inachevées, Wendell.
Et quand tu as des réformes inachevées, tu compliques encore le système beaucoup plus. Les gens sont perdus et tu ajoutes de la confusion. Si chaque ministre vient avec un projet différent, il faut qu'on ait des programmes d'éducation sur 10, 20, 25 ans. Moi, c'est un professeur, on c'est ministre qui passait là. Alors, on va faire un peu pour un parti émission pour nous retourner dans le livre là. Et monsieur a écrit un article qu'il faut criminaliser la fermeture des écoles. Par contre, tu t'étendais ça, mais qui ça dit? Non. Parce que là, je crois que même tu dois subir, tu dois souffrir de ça. Oui. D'abord, petit monde qui pas à l'école à cause de violence, l'école qui est obligée de fermer, syndicat tout cap demandé pour l'école fermée, qui a fait grève tout le temps, invité a dit que nous devons arriver en leur côté qui ont décidé de criminaliser la fermeture forcée des écoles. Oui, c'est une manière pour cet invité de dire que il ne faut pas barrer la route au savoir. Il ne faut pas empêcher au savoir de se diffuser dans ce pays qui a besoin de cerveau. Ce pays qu'on est en train de décérébrer. Ce pays qui n'a plus d'université, qui est au boulet et université. Ce pays qui est aujourd'hui... D'ailleurs, il y a une raison qui fait que nous avons plus de problèmes, c'est parce que l'université n'est pas active. Tu sais que l'université de Chicago, c'est lui-même qui a contribué à résoudre le problème de sécurité de Chicago en proposant des solutions aux policiers, aux gouverneurs, aux décideurs. Aux décideurs. Ouais. Notre université n'est pas en mesure, n'est pas capable parce qu'elle est précarisée, elle est marginalisée. Or, un pays qui n'a pas d'université active du tout, eh bien, mais ça passe au là. Et ceci est tellement vrai, comme quelque part, il dit, qu'est-ce qui a écrit ça? Dans une série de pays, chaque fois qu'il y a des problèmes majeurs qui surgissent, l'université. Il recourt vers l'université. Qui donne des outils. Oui, parce que c'est eux qui ont réfléchi, il aller plus loin. Parce que les politiciens qui ont été les-mêmes, l'ont fait politique, et puis il n'y a pas de temps pour ça. Pour un ministre capable de tellement de débats que l'a géré, il n'a pas qu'à réfléchir. Mais l'université, c'est comme s'il l'a pour ça. Professeur, nous allons camper, nous allons prendre une pause là. On a rappelé que nous allons parler aujourd'hui là de l'audace d'entreprendre et la nécessité de conjurer nos fatalités. Nous avons tourné encore avec quelques titres qui sont préoccupants que nous avons découverts dans le livre-là, qui était me remercier encore une fois de présence là, le fait qu'on a accepté vient potentiellement sur lumière en qualité d'enseignant, de maître en sociologie aussi. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité d'aujourd'hui, le professeur Rudy Edmé. Alors, Rudy Edmé, pardon. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le professeur Rudy Edmé est notre invité à l'occasion de la parution de son livre La plume dans la plaie. Alors, pendant l'émission, nous avons un ancien ministre de l'Intérieur, c'est un ancien journaliste aussi. Il s'agit de Paul-Gustave Magloire, qui a un très bel article qu'il a écrit et qui relaie, que titré « Lançons un cri de ralliement pour sortir Haïti du trou où il se trouve ». Alors, il m'a demandé pour partager l'article avec vous, ce que je fait avant l'émission finie. Mais notre texte, lançons un cri de ralliement pour sortir Haïti du trou où il se trouve. Moi, ouais, je me sens conjurons nos fatalités en la donnée. Ou pas sentir ça tout? Exactement. C'est-à-dire que c'est sortir justement de ensemble de... Et ça m'a dit leadership, ça m'a dit organisation, ça m'a dit... Et tu sais ce qui nous manque beaucoup, c'est des offres politiques modernes. Le problème que nous avons là actuellement, c'est que l'on a regardé par exemple, dans mes fontes anecdotes pour montrer comment
une série d'attitudes pour changer en Haïti. Je suis toujours persuadé que, je prends le cas de l'ancien Premier ministre Ariel Henry. Je suis persuadé, Rondel, que l'ancien Premier ministre Ariel Henry, à un moment de la durée, c'était qu'à sortir dans le pouvoir sans pas besoin de quitter à l'arrivée dans le point ça. À ce moment-là, on n'aurait pas perdu un grand neurochirurgien. Oui. Comment tu vois le pays là? Ça veut dire que si monsieur était senti dans un moment et que bagaille pas qu'à avancer et que bon faire un retrait. Est-ce que tu vois? Parce que justement dans les moments ça, on ne va pas dans quel côté. En fait, pas grand le monde qui fait ça. Moi, j'ai gagné un Era Abraham à peu près était fait. C'est parce que je dis que madame, les forces armées d'Haïti sont à vos ordres. Et moi, c'est environ 48 heures. Donc, il passait, il bailait. Mais. C'est-à-dire que pas grand le monde qui fait. Et c'est dommage parce que, bon, pour l'autre exemple, des fois, on a une revendication, par exemple, gouvernementale, et on a par exemple, on a l'opposition pour goumer. Et puis on a goumer et puis on met des pays lock. On lock un premier lock, un deuxième lock. Mais bon moment privé, même le cause est juste. Il faut faire un coup d'œil, il faut regarder l'économie. Il faut faire un coup d'œil, il faut regarder l'éducation. Pas senti, comme pas observer réflexe ça, la caille politicienne, comme si oublier tête yo, par contre vous comprenez ce que je dis non, oublier tête yo, ouais pays plutôt, par exemple, m'a dit ça. Embargo, c'est des années après, nous avons vécu conséquences li. Pays loc que les politiciens ont imposé pays, eh bien, n'a payé conséquences épisodes loc que nous connaissons. Et ça, ce n'est pas des bagages véritablement qui sont faits dans l'intérêt du pays. Ça veut dire que finalement, tu as des choses qui se passent, qui fait, alors ça comme dit que faut nous faire différence entre un mouvement de revendication populaire juste et des mouvements de revendication qui sont simplement été politiciens à la surface, est-ce que tu vois, et qui pas baou, et pendant ce temps, le pays a crasé. Donc, leadership là fondamental, leadership là demande des responsabilités. Donc c'est pour ça qu'on lance un SOS dans le livre là. SOS leadership. SOS leadership, c'est vraiment il faut avoir une vision. Peu de politique parlent d'économie. Pas grand pile là d'ailleurs qui parle de l'éducation. Est-ce que vous comprenez? Et où vient un problème tout actuellement, même dans les sociétés civiles, là, tu as un problème. Pourquoi? Parce que la société civile, c'est pas qu'il n'y a pas des organisations qui travaillent, non. Il y a plus d'organisations qui travaillent, qui font effort. Mais ils ont noyé. Tu vois, ils ont noyé parce que finalement, chaque fois que une manœuvre politicienne qui a monté, on vient avec, par contre, côté le joint 300 organisations, 400 organisations. Mais le plus souvent, c'est 300, 400 sigles. Oui, c'est vrai. Si ce n'est pas 300, 400 monde, non. Est-ce que tu comprends? Et tout ça fait que tout ça alimente la confusion. Est-ce que tu vois? Donc c'est pour ça que nous lançons appel pour leadership, là, SOS leadership. Une question qu'on posait, est-ce que le fanatisme religieux est soluble dans la démocratie? Oui. Mais par contre, ça a changé depuis quelque temps. Nous avons des bagages de prophètes, de faux prophètes, de bagages de... L'église n'a pas vu nos bagages, côté Mdakadou. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Yeah. Est-ce que tu vois? Et... Mais il a toujours peut-être. Parce que monsieur, ça a fait tellement d'argent avec facilité. Il a gagné un système que mettait pour faire des directs. Ouais. Et avec direct là, comme tout pays à suivre. Donc tu vois, tu as des moyens. Et à ce moment-là, tu sais, et parfois avec des discours souvent très violents par rapport à de l'autre groupe, ou bien par rapport
ou bien au vaudou, ou bien à n'importe qui bail. Ça veut dire qu'on n'a pas de tolérance. Et le pire, c'est que tu as une multiplication de ces groupes-là, mais ça ne nous donne pas moins de violence. Autant qu'on doit dire que plus il y a l'église dans le pays, c'est plus où tu as un pays qui pille. Au contraire, il y a des gens qui tombent, c'est-à-dire, on ne peut pas faire rien encore. Voilà. On ne peut pas faire rien encore. Il y a des cas où des gars où boule bagaille pour pas rien. Il fait l'église. Il a kidnappé mon nom dans l'église. Il a tué mon nom dans l'église. Donc il y a un problème de valeur, de crise de valeur. Je fais une émission avec un autre journaliste il y a des années sur la crise des valeurs. Ça veut dire que nous avons marché, et je me dit journaliste ça, que je me cité tout à l'heure, je me dit ça, je me dit que tu sais, un drame, époque ça, tu as un Somalie, tu as un problème. Je me dis, il faut nous essayer pour ne pas tomber dans la somalisation. Katia Goma, Katié, etc. Mais nous passons par là, oui. Mais, écoute, nous sommes là. Oui, mais, alors, on ne suis pas d'accord, nous avons l'impression que stade somalisation n'a pas là-dedans encore, puisqu'ils ont eu la brillante idée de se mettre ensemble. Oui, mais et puis avec un avantage aussi que nous n'avons pas de problème de tribu, nous n'avons pas de problème de guerre de religion. Nous pas ça nous gagne là, nous avons un problème de banditisme qui voulait contrôler le territoire pour une industrie criminelle. Mais ce n'est pas haïtien vraiment comme gourmet pour des raisons idéologiques. Non. Ça, c'est différent. Non. Donc, le fanatisme religieux n'est pas soluble. Soluble en démocratie. Il y a un petit point que moi, dans le livre, là, professeur, l'effet Nice-Simon. Pourquoi ça vient avec... À l'époque, moi songeais, je ouvert la télévision et puis je vois une dame que je connais, figure enflée, etc. Je peux expliquer que c'était un conjoint qui battait. Et puis ça avait fait un choc. Parce qu'en général, le maltraiter ton fils, il ne peut pas présenter, il ne peut pas parler. Les petits gens ne peuvent pas honte. En plus que le monde a un poste politique, et que le monde a un premier citoyen en ville, qui s'est fait tabasser par un monde que il était en relation avec elle, il mettait dans la télévision, et puis j'ai appelé ça l'effet. Parce que ça a provoqué un choc. Est-ce que tu vois? Et d'autres organisations ça a attiré l'attention sur la maltraitance féminine en Haïti. Comme dans tout texte là, alors faut-il la féliciter pour son courage? Je crois qu'elle a eu beaucoup de courage. Je ne la connais pas sur d'autres plans. Mais sous plan ça, il a fallu du courage et ça a permis ça a mis l'accent sur un gros problème, c'est-à-dire que sur la violence, il y a un pile dans le pays nous quand on omerta, il silence sur eux. Oui. Il pas parler de eux. Et dame ça qui est un droit très jeune, est-ce que c'est magistrat, elle se comprend et que dans sa vie privée, qu'elle a été autant frappée et puis il paraît dans la télévision, il dit voilà mon état. J'ai appelé ça l'effet Nice-Simon. On allait dans l'autre sujet qui c'est des innocents. Aux mains sales. Des innocents aux mains sales. C'est ça? Oui. Des innocents aux mains sales. Ça veut dire que c'est des gens qui ont forcé à faire des actes, commettre des actes, mais qui n'ont pas rien pour eux avec ça à faire. Ils n'ont pas fait le sciemment. Manipulation. Manipulation. Ça, c'était lié à plusieurs choses qui frappaient moi. Et des dérives qui étaient commencé à gagner dans l'université. Côté des étudiants, carrément, mes professeurs dehors, en salle. Côté, par exemple, un professeur fait une conférence et puis recevoir un coup de chaise. Est-ce que vous comprenez? Ou bien, par exemple, en allant tourner pour une manifestation, parce que je ne sais pas pour quelle raison exactement. Et puis, tu as gagné des jeunes qui entraient pour craser la manifestation, mais c'était des jeunes. Ou tu es venu dans une situation côté où tu ne pas trop connaître étudiants encore. Ça veut dire que c'était pas, je ne vais pas dire pour tout, non.
Mais il y a même des enseignants qui commençaient à un petit peu, des enseignants progressistes, ouverts, hein, ouverts à la question étudiantine, mais qui eux-mêmes ont commencé à venir peur. Pour qui ça? Parce que tu es venu une sorte de violence dans l'université. C'est les innocents aux mains sales. C'est des jeunes, mais qui n'ont pas été, qui sont tellement frustrés, tellement précarisés, tellement marginalisés. Ils n'ont pas de cantine, ils n'ont pas de salle de conférence, de bibliothèque. Ils n'ont pas, on ne finance pas la recherche pour eux. Eh bien, ils sont devenus des victimes, et puis parfois, ils deviennent bourreaux, malgré eux. Oui. Alors, ou bien dit bourreaux, parce que me songeais au lendemain du départ de Duvalier, fils, Jean-Claude, dans pile côté dans le pays, il y a d'excellents professeurs que élèves chassés. D'excellents professeurs. Et me songeais, tu as gagné, par exemple, le grand chirurgien Boris Chandler. Parce que tu vois, qui était victime de ça, tu as pile monde qui était victime de ça. C'est-à-dire que nous perdons, et c'est ça nous pas qu'on fait. Ça peut arriver que nous, dans colère, dans émotion, que nous brûlons les cathédrales, que nous détruisons l'école. Est-ce que tu vois? Là encore, est-ce que Papoun t'a retourné dans SOS Leadership là? Dans le sens que nous, t'es comme des moutons de panurge. Côté où nous là, nous n'avons pas même besoin qu'on ait si à prendre un bon côté. Non. Non. Donc, qui est ce monde qui a une responsabilité dans sa pays en venir aujourd'hui là? C'est comme si je dit Jean-Claude Duvalier allait chasser du pouvoir, mais le monde qui t'a demandé pour la Léo, qui contribue à ce que la Léo, enfin, moun sa yo prend pays, mais yo pas fait un pile bagay qui est différent de ça, Jean-Claude Técon. Mon cher, tu sais ce qui nous est arrivé? Il nous est arrivé quelque chose qui arrivait dans un pile pays. Par exemple, tu sais que en ex-Yougoslavie, lorsque le système s'est effondré, il y a eu des problèmes. Tu vois? Et en Irak, lorsque Saddam Hussein, problème. En Libye, Kadhafi meurt, problème. Cependant, ça arrivait en Haïti parce que c'était des pouvoirs forts qui étaient qui tout bagaille, centralisés. C'était un l'ordre dictatorial, mais cool tombé, tout le bail la guerre. Là, avec toute l'ordre là. Voilà, avec toute l'ordre là. Mais maintenant, dans le cas d'Haïti, on aurait pu faire quelque chose après 86, on a raté. Pour qui ça? Parce que très vite, la politique politicienne a pris le dessus. Et très vite, certains politiciens qui nous ont gagnés, quand même, qui étaient en carrure, très vite, ils disparaissent parce que tu as commencé grand monde. Oui. Nous avons gagné Marc Bazin, nous avons gagné Louis Desjoie, nous avons gagné de Ronceret. C'était quand même des gens d'une certaine... Nous avons gagné Desjoie, tout. Nous avons gagné René Théodore. René Théodore, oui. Ça veut dire que, où tu as un discours. Desulmé était là, tout. Oui, tu as un discours. Tu as un débat que tu as fait à l'époque. Et c'est comment Gilles. Ou tu vas le dire, pas d'accord à Bazin, parce que Bazin vient avec le FMI, mais c'était un ancien de la Banque mondiale. Ou qu'à discuter avec elle. Tu vois? Mais après ça, la politique est devenue quelque chose de petits détaillants, de médiocrité, si tu veux, on a perdu dans la qualité aussi. Est-ce que tu vois? Et en même temps, la précarité a fait que nos partis politiques ne sont pas organisés, ne sont pas modernes. Mais au printemps, parce que ça fait déjà près de 40 ans. Hein? Non, 40 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant toute période-là, les vestiges du duvalierisme ne sont... Tu sais, le problème qu'on avait eu, le changement n'a jamais été définitif. Est-ce que tu vois? Parce qu'il y a toujours eu... Et c'est ouais, ça nous fait tout. À chaque fois, nous pensions que nous mettions des gens dehors. C'est pas vrai. Elle nous dit, ma coûte pas la donne. Nous faisons un slogan émotionnel. Et se comprendre. Mais on n'a rien changé. OK. Là, nous dit par exemple, et c'est une bague qui balance la sécurité. Le macoute pas la donne, mais nous voyons 300 000 macoutes sans nous pas faire un plan pour eux, à toutes les amis dehors. Oui. Le comme ça, petit prend le relais. Exactement. Et puis, ils amènent là, oui. Le, par exemple, il y a un travail, enfin, il n'y a pas de travail. C'est la même chose qui est arrivée en Irak. Lorsqu'on a envoyé l'armée de Saddam Hussein,
ça t'a donné Al-Qaïda. Est-ce que tu comprends? Maintenant, le terrorisme naît de ça. Maintenant, quand par exemple, Aristide s'en va, c'est parce que à chaque fois, nous pas c'est l'international qui est toujours venu, qui font un dernier coup et puis ou saisi. Aristide s'en va, au compte ça que t'as plus belle, permets-moi de rêver un moment. Tu sais ce qui serait intéressant pour Haïti, mais c'est un rêve. C'est que quand Mounio te venu avec le contrat social là, en dans le contrat social là, la Valace était là-dedans. Ce serait le rêve, ce serait l'idéal. Oui. C'est-à-dire que la Valace et le contrat social là, même le t'as retiré, tu as fait nettoyage qu'il faut, même Jean tout pour du Valéricieux, tu as fait nettoyage qu'il faut, mais on aurait pu continuer à avoir un pays. Mais maintenant, à force d'exclure, eh bien, les exclus reviennent avec... En force. En force. Est-ce qu'on pense aujourd'hui à une perspective de refondation? Enfin, alors, bon me formuler ça bien l'autre genre. Qui place ou penser, monde qui mettait pays dans ça, que ce soit les cerveaux, les gangs à cravate ou bien et les gangs à sapate, qui place où est moun sa yo, qui rôle où est moun sa yo capable de jouer dans perspective d'un pays sécurisé, refondé, dans perspective de faire d'Haïti un vrai État-nation. Quel rôle vous pensez que le monde est capable de jouer? Je pense que on ne peut pas parler de rôle s'il n'y a pas de justice. Tu comprends? C'est toujours été le problème d'Haïti. Tu vois, on ne peut pas parler de rôle s'il y a l'impunité. Tu vois? Parce que c'est l'impunité qui encourage. Et par contre, ce qu'on bagaille qui qu'on fait me saisir, c'est que tu as un politicien qui est pris dans un problème, un scandale quelconque, où tu as l'impression que elle a fait bruit, et puis où tu as l'impression que bon retrait. Après, ce même politicien, tu l'entends dans d'autres scandales. C'est pas possible. Ça fait ça, c'est parce qu'il y a dans ce pays un problème d'impunité. C'est comme Dakar dit, le monde pas pour la société haïtienne pour rien. L'opinion publique n'est pas respectée. Les gens ne croient pas dans l'opinion publique. Est-ce que tu vois? Longtemps, on te connaît peur qu'on parle au mal. Longtemps, on te connaît peur du regard des autres. Maintenant, les gens n'ont pas peur de rien. Ils ne sont pas, il n'y a pas de surmoi. Et c'est ce qui nous est arrivé lorsqu'on a eu à un certain moment des gens à la tête de l'État qui se permettaient de dire n'importe quoi. Qui se permettaient d'être vulgaires. De dire et de faire. Et de faire, et puis ça paraissait normal. Donc, c'est cette normalité. Tu sais, il faut revenir à des valeurs fondamentales. Il faut revenir, et à ce moment-là, la refondation dont tu parlais, le mot t'a échappé un peu, ça passe par l'école, ça passe par les familles, ça passe par les églises. Les églises qui doivent être des lieux de réflexion, de méditation, de prière. Donc ça, c'est retourner vers Haïti que nous avons déjà. Oui. Il faut refonder. Il faut refonder de manière en améliorant par rapport au passé. Il faut refonder parce que sinon, on aura des êtres, des chimères. Elle aime dire chimère, là, ça ne veut pas dire, pas parler d'un groupe, non? Mais chimère dans le sens grec du terme. Ça veut dire que nous avons un côté hybride. Est-ce que vous comprenez? On peut regarder des mondes, on peut regarder des créatures bizarres. Est-ce que tu vois? Et quand tu regardes, quand tu vas dans la rue, tu vois des gens, mais Wendell, c'est des créatures que tu rencontres. Les gens n'ont plus d'humanité en eux. Les gens ont tué les gens avec machette, l'ont découpé au monde de 90 ans. C'est une créature. Oui. C'est quelque chose de bizarre. De quel enfer ça vient? Nous pas bon accord. Et est-ce que c'est ça qu'on aurait expliqué dans la barbarie humaine, dans page 229, c'est ça? La barbarie humaine. Ça veut dire que c'est quand nous arrivons dans une situation, laisse-moi voir si je peux retrouver rapidement. Et oui. Alors, je dis, depuis quelques semaines, nos différents éditoriaux mettent l'accent sur l'état de délabrement du paysage urbain. Il s'agit pour nous d'insister sur l'importance de l'environnement dans tout projet de reconstruction nationale, mais aussi et surtout l'amélioration urgente de la qualité de vie du citoyen. Les signes du renouveau doivent se matérialiser à travers la propreté de nos rues, un relèvement progressif de l'habitat urbain,
Ce qui aura pour vertu de bien exposer aux yeux des nationaux et étrangers que ce pays est enfin administré et qu'Haïti n'est pas un vaisseau fantôme. Ces derniers jours, dans certains quartiers populaires, des bandes armées ont voulu s'accaparer du monopole de la violence légitime réservée aux forces constitutionnellement établies. On a eu droit sur les réseaux sociaux à la manifestation triomphante de l'impunité. Des chefs de gang, 2018, des chefs de gang ont échangé des menaces à visage découvert. Ils ont de leur propre gré, en s'appuyant sur la puissance de leur artillerie, effectué un découpage géographique de leur territoire et indiqué clairement les frontières sur lesquelles ils entendaient faire régner leurs propres lois. Nous sommes en 2018. Est-ce que tu vois? Une situation qui est venue rappeler aux citoyens lambda combien fragile était le climat sécuritaire. Ces événements, à la fois tragiques et ubuesques, ont un impact certain sur l'économie du secteur informel et sur les bourses les plus vulnérables qui vendent et s'approvisionnent au portail sud de la ville. Tu vois? Donc, c'est tout ça qui fait que, qui va montrer qu'en 2018, déjà, nous avons des territoires qui sont les gens... Alors, c'est ce problème. Tu n'as pas remarqué une chose, qu'il n'y a pas de front commun contre l'insécurité en Haïti. Tout le monde se plaint, mais tu ne sens pas un front commun. Il y a une douleur commune, il y a une plainte commune, mais il n'y a pas un front commun. Est-ce que tu vois? Et depuis 2000, depuis le bail ça a passé, tout le monde est intéressé à Jovenel, mais il n'a pas gardé ça de Jovenel là. Tout le monde est intéressé à Ariel, mais il n'a pas gardé que Ariel n'est que l'arbre qui cache la forêt. Et ainsi de suite. Il nous faut regarder les hommes et les femmes qui sont au pouvoir, certes, mais il faut comprendre aussi, il faut essayer de comprendre pourquoi nous avons ces mêmes histoires qui se répètent. C'est ce que je suis en train de dire. OK? Non, mais Robert qui vraiment intéressé, qu'on se dit là, c'est l'absence de front commun pour lutter contre l'insécurité. Comment, en fait, qui ça a provoqué, qui ça a considéré comme déclic, qui est capable de rappeler Haïtiens, c'est pas seulement dénoncer, mais c'est faire un front commun. Pour nous gagner, c'est comme si Mdadio, au Salvador, on a réussi à jouer un front commun ça. Ils sont d'accord avec Bukele. Et puis Bukele a mettre l'ordre dans des zones. Je dis à vous avez l'impression, même si un dirigeant haïtien décide de faire bagaille contre l'insécurité, il y a des gens qui ont levé contre lui. Oui, tout simplement parce que quand tu as passé, il y a des problèmes que j'ai avec Wendell là, je ne regarder ça Wendell faire. C'est ça le problème. Ça veut dire que, et je dois par exemple dire que, parce que je ne veux pas Wendell gagner bénéfice. Si Wendell arrive à faire contre l'insécurité, je ne veux pas Wendell gagner bénéfice de lui. Alors, ça, c'est tellement vrai. Je me souviens que le colonel Ibn Ribut a intervenu dans Mikono, et puis monsieur t'a expliqué le fait que malgré tout ça, il dit qu'il n'est pas occupé, il n'a pas jamais pour demander quelques conseils, alors qu'il était capable de faire un coup de main. Il te dit, il réalisait que les dirigeants ont peur des gens tant cool. Pour qui ça? Parce que si c'est un monde tant cool qui arrive à mettre frein dans ce qui a passé dans le pays là, en termes de grand banditisme, en termes de criminalité, Mounsa a peu de chance pour le tout président. Oui, c'est toujours peur ça que nous gagnons. Nous toujours gagnons peur et ceci. Mais c'est pas normal, ou d'accord? Non, nous pas ça veut dire, nous pas un front commun. Ça veut dire que est-ce que c'est tel chef de la police qui a réussi? Non, je ne vais pas réussir pour qu'on l'autre chef de la police. Est-ce que c'est tel, je ne vais pas ça réussir? Ou bien même si tel chef fait tel bagage qui est bien, je ne vais pas dire que le bien, parce que c'est un tel, je ne vais pas bien avec elle. Donc, tu sais, il y a une chose, j'ai dit une phrase, c'est ma femme qui a attiré mon attention là-dessus, qui t'a appelé de livre et puis qui dit, mais tiens, ça dit important, oui. On a été peut-être Lavalas, on a été peut-être PHTKiste, on a été peut-être Duvalieriste. Et puis tu as dit, on n'a pas été assez haïtien. Oui. On n'a pas été assez haïtien. Mais c'est très beau quand même. Hein? Merci beaucoup, professeur. Maintenant, on prend rendez-vous avec Mounio pour
C'est en deux fois. C'est demain 10h à la Fondation Devoir de Mémoire, à côté de Pizza à Garden. Et puis, bon, bien sûr, Livre en Folie aussi. Oh, ok. Donc, la plume dans la plaie. Et puis pour les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent à Montréal et à Paris, il y aura aussi à Montréal et à Paris, on aura le temps d'annoncer ça. Oh, ok. Donc, ce sera aussi en vente. Oui. Ok. Merci, professeur Edmé. J'étais content, je me dis déjà, parler avec vous. Et le livre en fait sorti, le livre là, c'est pas le couteau dans la plaie, mais c'est la plume dans la plaie pour permettre nous une idée de ça à vivre là comme réalité. Je dois te dire, Wendell, que ça s'est arrêté à la mort de Jovenel, mais il y a d'autres tomes qui sont déjà prêts, qui continuent jusqu'à maintenant. Ah, ok, donc là, on prévoit, parce que tellement gameplay, vraiment. Ouais. Merci beaucoup, professeur Kembela. Bon week-end et puis bonne chance. Rendez-vous demain, 10h. 10h à la Fondation Devoir de Mémoire. À la Fondation Devoir de Mémoire. Et le prix du livre, c'est combien? 300 gourdes. 300 gourdes. Voilà. Ah, 3000, pardon. Ah, 3000 gourdes. 3000 gourdes. Oui. Bon. Alors, avant d'aller, il y a une auditrice qui dit même le viaduc était un problème. Alors, c'est la remarque d'une auditrice. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité du jour, le professeur Rudi Edmé, à l'occasion de la parution de son livre La plume dans la plaie. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à lundi prochain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto.